vigilance dans le développement du médicament. Donc, la pharmacovigilance, elle intervient, et la sécurité du médicament, elle intervient du premier jour de la naissance ou même du développement de médicaments, parce qu'on peut faire allusion à la naissance au moment de l'approbation, mais vraiment, on va dire de la genèse de la molécule, de la genèse de la molécule jusqu'à pendant tout le cycle de vie, pour être plus précis, pendant tout le cycle de vie. Donc, à partir des études précliniques, on va identifier les effets indésirables, car on fait les études de mutagénèse, de cancérogénèse, sur la reproduction, la toxicité aiguë, subaiguë, pour étudier justement. Et Dieu merci qu'il y a des animaux, même si maintenant il y a des méthodes alternatives pour aussi, et d'éthique, pour éviter aussi plus d'impact sur les animaux, mais on fait les études précliniques pour pouvoir évaluer le risque-bénéfice avant de passer aux essais cliniques et essayer ces médicaments sur les patients ou sur l'homme. Donc, les phases cliniques ou la phase clinique, on connaît maintenant les essais précliniques, les expérimentations animales ou avec des méthodes alternatives in vitro sur des cultures cellulaires, par exemple, comme je viens de l'évoquer, toxicité aiguë, subaiguë, chronique, mutagénèse, cancérogénèse, et j'en passe. Avant et après, plutôt, on passe si on a moins de risques, on passe aux phases cliniques, la phase 1, avec 20 à 50 volontaires sains ou sujets sains pour recueillir des données préliminaires. Pour la phase 2, 150 à 350 patients pour recueillir des données d'innocuité ou safety ou des données de sécurité pour voir s'il n'y a pas d'effets indésirables qui peuvent mettre en péril les populations et les patients. Donc, et formuler des recommandations sur le dosage. Pour la phase 3, 250 à 4000, on peut aller même à 10 000 patients pour déterminer l'innocuité, toujours les effets indésirables, et l'efficacité à court terme. Au moment où on finit, et puis même pendant le développement, à plusieurs points, on évalue le risque-bénéfice. Quand on a plus de risques et on est sûr qu'il y a plus de risques, soit on ajuste et on essaye d'ajuster. Quand il y a rien à ajuster, on abandonne la molécule, on abandonne le projet de médicament. Donc, avant que le médicament ou le dispositif médical arrive au marché, il est évalué selon les critères de sécurité, d'efficacité et de qualité. On a beaucoup parlé. Moi, comme spécialiste, je disais oui, vous parlez d'efficacité, tant mieux, 98, 95, mais parlez-nous aussi de la sécurité. Et surtout, j'imagine aussi, parce qu'on en a discuté aussi dans certains événements globaux et dans des congrès sur ça, il y a un congrès mondial aussi qui arrive où je vais présider une table ronde et je vais participer dans un panel sur justement la sécurité des vaccins anti-Covid-19. Ça sera aux États-Unis et aux Pays-Bas, qui sera en ligne, je l'espère, aussi. Donc, sécurité, efficacité et la qualité du produit. Et même une fois que la sécurité, l'efficacité et la qualité après juste les essais cliniques, et rappelez-vous qu'on a essayé juste sur un maximum de 10 000 avec des patients bien sélectionnés, avec des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. L'âge, les enfants ne sont pas compris, les personnes âgées ne sont pas compris, les femmes enceintes ne sont pas comprises. Donc voilà, tous les produits présentent aussi des risques résiduels et c'est là aussi où la surveillance en post-commercialisation doit être accentuée et on doit surveiller au peigne fin et fouiller au peigne fin et collecter les effets indésirables. J'aime beaucoup cette image et cette phrase, que sait-on maintenant qu'on a essayé le médicament et on va le balancer
dans le marché. On l'a essayé sur 10 000 et on va le balancer là, comme pour les vaccins. On va les utiliser sur 3 profils de sécurité à la fin des essais cliniques. Donc, le profil de sécurité qu'on connaît à la fin des essais cliniques, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et la partie utilisée, et espérant, parce qu'on ne le voit pas normalement, espérant qu'elle soit minime. Donc, ce qui pourrait arriver lorsque le médicament est utilisé dans le cadre d'une pratique normale. La pharmacovigilance en post-commercialisation, on a la phase 4. Et on pense peut-être souvent que la phase 4, c'est une phase avant la commercialisation, mais en effet, elle est en post-commercialisation après l'approbation des médicaments. On continue. Omar, ça coupe un peu. Qui apparaissent une fois, et comme Mamadou a évoqué, quand on utilise sur 10 000 personnes et qu'on utilise sur 3 milliards de personnes, vous imaginez qu'il y a des signaux, et ce qu'on appelle, ça c'est un terme très technique en pharmacovigilance, c'est la détection du signal. Et le signal, en post-commercialisation, pour les identifier en tant que risque, et notre travail consiste à trouver des mesures de minimisation de ces risques-là. Donc, les études après mise sur le marché pour régler certains problèmes de sécurité spécifiques, ou bien par exemple au moment de l'approbation, l'autorité de santé qui approuve, elle dit « Ok, il est intéressant, j'approuve ». Pharmaceutique, je voudrais que vous me surveillez et vous faites des études sur l'insuffisance hépatique qu'on a vue, même minime soit-elle, pendant les essais cliniques. On veut que vous surveillez l'insuffisance hépatique qu'on a vue, même si il n'y a pas beaucoup d'impact, on l'a vu sur 2 patients sur 100 ou 2 patients sur 1000. On veut quand même que vous surveillez, parce que les 2 patients sur 1000, si on utilise sur 3 milliards, ça peut être 200 000 ou 200, ou si on fait le calcul, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, enfin bon. Tout est sous radar et sous la loupe. Ces études d'efficacité post-AMM, autorisation de mise sur le marché, qu'on appelle les Post-Authorization Efficacy and Safety Studies, visent Safety Studies, qui visent à recueillir les données permettant d'évaluer l'efficacité et la sécurité. Et les PAS sont là, donc les études de sécurité post-AMM, qui visent à identifier médicaments ou de mesurer l'efficacité de mesures des gestions de risque. Donc, les médicaments, ils sont sous surveillance plus importante et accentuée pendant surtout les 2 premières années. Il y a une surveillance périodique avec des rapports périodiques qui sont remises à la FDA, à l'Agence européenne, à Santé Canada, aux autorités sanitaires qui demandent, par exemple, un nourrisson qui vient de naître, et les 2 premières années, on va faire plusieurs checks. Et plusieurs vaccins et plusieurs analyses, et voir son développement. Une fois que l'individu, il a 18 ans, 19 ans, il n'a pas de problème, on va lui dire, écoute, tu vas faire une visite tous les 5 ans, ou tu vas faire une visite quand vraiment tu ressens qu'il y a un problème. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, la surveillance, elle est accentuée pendant les 2 ans, après de 3 à 5 ans, et après, une fois
on a suffisamment de connaissances, ils ont toujours des effets indésirables, mais on les connaît, on les gère bien. Un cas de pharmacovigilance valide, c'est quand on a un rapporteur qui rapporte un effet indésirable, un patient identifiable, un produit identifiable et un effet identifié pour aller plus vite. Donc, Dr. Queen, elle a appelé, elle a son patient, et là, je mets bien les initiales du patient parce que tout est anonyme, tout est anonymisé aussi dans les bases de données internationales, mais aussi nationales, que ce soit dans plusieurs pays. Le patient qui répond aux initiales MA avec la date de naissance, parce qu'on a plusieurs initiales qui se ressemblent, sexe féminin, héparine et thrombopénie liées à l'héparine. Donc ça, c'est un cas d'effet indésirable. Bien sûr, après, on essaye de développer pourquoi le rapporteur identifié doit être identifié pour pouvoir faire un suivi avec le professionnel de santé pour lui demander plus d'informations, des analyses, l'utilisation du médicament, le dosage. Utilisation d'un produit périmé, ça peut être un cas aussi d'effet indésirable, avec les 4 critères, c'est ce qu'on appelle les critères ou les piliers d'un cas valide. Les femmes enceintes, une femme enceinte qui a pris un vaccin, par exemple, même si le vaccin de la grossesse de cette patiente, par exemple, ou enfin, une femme enceinte n'est pas patiente, pas forcément, c'est un état physiologique. Et donc, depuis que, par exemple, quelqu'un ou un patient, ou aussi les patients peuvent rapporter, ou les associations de patients peuvent rapporter des cas d'effets indésirables. Un patient qui dit, depuis que je commence à utiliser la dernière boîte d'insuline achetée il y a 2 jours, ma glycémie est toujours élevée. Et là, on parle, par exemple, d'effet indésirable qui est une inefficacité du produit. Ou quelqu'un qui dit, je fais une allergie à votre médicament, et donc il le nomme bien sûr, le médicament, on a le rapporteur qui est le patient lui-même, qui déclare l'effet indésirable qui est une allergie. Les sources de la pharmacovigilance. Articles scientifiques aussi, parce que des fois, dans leur service ou dans leur hôpital, et puis ils parlent d'effets indésirables, ou bien ils parlent d'un traitement et ils disent que tel et tel patient a développé, suite à l'utilisation de ce traitement, il a développé une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, alors, ce sont des données aussi de pharmacovigilance qu'on doit monitorer, qu'on doit surveiller et qu'on doit utiliser pour pouvoir évaluer le profil de sécurité de médicaments. Les autorités sanitaires aussi, parce que ces patients, ces consommateurs, ces professionnels de santé, ou les médias sociaux aussi, l'Internet, la presse, tout ça doit être